Ma propre mère a été torturée ici, à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont demandé où était son fils. On m'a mis un châle sur la tête et on m'a discrètement emmené voir sa dépouille, juste avant qu'on ne l'enterre. Il ne reste que moi et mes filles, et on ressent vraiment le manque de ce chef de famille. Beaucoup disent oui, on était bien avec les Algériens. Ce n'est pas vrai. On se côtoyait, mais on ne se fréquentait pas. Tamazirt, au nord de la Kabylie. Lors des événements d'Algérie, cette région se trouvait au cœur de la résistance au colonialisme français. 50 ans plus tard, nous avons choisi de donner la parole aux Algériens qui ont survécu à la guerre. Rabat n'avait que 19 ans en 1962. Son frère, officier de l'ALN, a péri au maquis juste avant la libération, laissant femmes et enfants derrière lui. Des orphelins de la guerre dont il a fallu s'occuper au même titre que ses propres enfants. Les Français, eux, ils ont commis des meurtres aussi. Ils ont inventé des femmes enceintes. Ils ont fait des paris. Des militaires ont fait des paris. Est-ce que c'est un garçon ou une fille qui est dans le ventre de la femme? Eh bien, pour gagner le pari, ils ont inventé la femme avec une baïonnette. Et ils ont vu le bébé. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc vous voyez les atrocités qu'a fait l'armée française. Que je garderai toute ma vie. Ma petite nièce, dont le papa était au maquis, elle était dans une pièce ici. Ils sont entrés, l'armée française, ils lui ont donné un coup de pied. Je me souviens très bien, il lui a donné un coup de pied à cette petite fillette. Et puis elle est décédée plus tard. Mais je pense que c'est le coup de pied qui a provoqué une hémorragie quelque part. Il lui a donné un coup de pied avec des Rangers à une petite gamine d'une année et demie. Pourquoi? Parce que son papa était au maquis. Avec les Aurès, la petite et la grande Kabylie ont été au plus fort de la lutte du fait de l'importance des maquis qu'abritaient les montagnes avoisinantes du Djourdjoura. Bastion de la Révolution, la région a servi de base de recrutement à l'armée de libération nationale. Aban Ramdan, l'un de ses chefs historiques, recrutait le plus gros des combattants ici même. Fille et veuve de martyrs, Sadia n'a jamais quitté son village natal, Zoubga. Sa mère a été exécutée alors qu'elle tentait de remettre un chargeur de mitraillette à son fils. Elle a réussi à lui remettre. Ensuite, elle a rebroussé chemin. Une fois arrivée au milieu du village, les militaires français qui l'avaient reconnue lui ont tiré dessus parce qu'ils savaient que c'était elle qui avait récupéré le chargeur. 24 balles dans son corps. Vous qui, dans votre propre famille, avez essuyé autant de pertes à cause de la guerre, une dizaine de personnes de votre propre famille qui ont été tuées pendant la guerre, est-ce que vous en voulez encore à la France, aux soldats français? On a tellement enduré. Comment veux-tu qu'on oublie? 14 hommes de ma famille tués, dont 4 étaient des oncles côté paternel, et aussi ma belle-mère et ma propre mère. Comment veux-tu qu'on n'en veuille pas à la France? On leur pardonne, oui, mais la blessure est toujours là, ancrée dans notre cœur. Sur la place centrale, nous avons rendez-vous avec Boussaad qui se propose de nous conduire chez Zahra, sa belle-mère. L'histoire de cette femme devenue veuve à 21 ans ressemble à celle de milliers d'autres Algériennes. Ce n'est qu'il y a quelques mois que son mari a eu enfin droit à une sépulture digne de ce nom. Ses restes avaient été enfouis à la hâte en 1959. On ne compte plus le nombre de personnes qui ont été tuées ici. Mon mari et ses compagnons ont été enterrés là-haut, dans le bois, et ce n'est qu'il y a 2 ou 3 mois de cela qu'on est allé chercher leurs ossements, et qu'on a pu enfin les enterrer dignement. Tout le village est allé récupérer leurs restes. Ils ont été placés dans des cercueils. Ensuite, l'imam a récité une prière à leur mémoire, et c'est alors qu'on a pu se recueillir quelques moments, juste avant qu'on ne les enterre pour de bon. On les a retrouvés tels quels, comme ils avaient été enterrés à l'époque, avec leurs chaussures aux pieds. D'ailleurs, pour mon mari, j'ai reconnu ses chaussures. Elles étaient encore à ses pieds. Et la jeunesse alors, que sait-elle au juste de la guerre d'indépendance dont les 50 ans seront célébrés le 5 juillet prochain? Pour beaucoup de jeunes Algériens, 1962 est surtout une affaire de vieux. Entre scepticisme et confusion, ces rappeurs rencontrés à Tizi Ouzou font vœu d'ignorance.
Pour eux, cette histoire n'est pas vraiment la leur. On va l'esquiver alors qu'en vérité, la vraie histoire, personne ne la connaît. Parce qu'on est pratiquement certain que c'est pas l'histoire qui nous a enseigné à l'école qui s'est vraiment passée. Voilà. Franchement, on ne sait pas. On ne parle pas de la vraie histoire. J'ai là avec l'internet, voilà. Tu trouves un site qui te dit ça, l'autre te dit ça. Donc c'est difficile de trouver vraiment. Mais vous en savez quoi? Vous en savez de la guerre d'Algérie? Bon, on sait que les Français nous traitaient d'indigènes alors que c'était pas vrai. Ils disaient qu'on était sous-culture, on avait une sous-culture alors qu'on avait une grosse culture. Féru d'histoire, Mohamed Lakhdar Maougal n'est pas surpris par cette indifférence qu'il met sur le compte du système éducatif. Il est vrai que ce chapitre de l'histoire n'est consigné que sur quelques pages dans les manuels. La faute aux baroudeurs arrivés au pouvoir en 1962 et qui étaient tout sauf des intellectuels. Les plus diplômés d'entre eux avaient à peine le brevet d'études. Tous étaient des baroudeurs, c'était des types qui avaient fait l'armée française dans la Deuxième Guerre mondiale. Et pour certains, ils avaient fait le Vietnam. Donc c'était des baroudeurs qui étaient passés à l'action contre la France parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les promesses qui avaient été faites par le général de Gaulle n'avaient pas été tenues. C'était d'émanciper la société et de l'accompagner vers son indépendance. Donc ces gens ont dit, bon, on nous a menti, et bien ça suffit. Félix a eu 82 ans en mars dernier. Ce Français installé dans la banlieue d'Alger a rejoint le FLN en 1956, ce qui lui coûta une dizaine de séjours en prison. L'incendie de la bouchonnerie internationale fin 56, c'était lui. On a coupé la tête aux gens, hein, donc des gens qui n'avaient rien fait, parce qu'il leur fallait un coupable. Moi j'ai vu à Salkadji, je m'excuse, hein. J'ai vu 38 partir à l'échafaud. Et vous savez ce que c'est? Les mots. Bon, j'ai fait l'Andaise. C'était la petite prison de la mort, le petit camp de concentration. Et qu'est-ce que c'était comme bonhomme? Un bonhomme, un ancien droit commun qui avait tué toute une famille parce qu'on lui avait refusé. Une fille. Et il avait été gracié et la prison, le directeur de la prison, l'utilisait pour tuer des gens et les torturer. Rencontre avec le célèbre réalisateur de La Colline oubliée, le premier film réalisé en langue kabyle. Pour Abdelrahman Bougalmoh, c'est toute l'Algérie qui est plus ou moins frustrée de ce qu'elle attendait de l'indépendance qui lui a été confisquée. Une période de l'histoire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. On n'a absolument rien du tout. Ce colonialisme actuel installé ici est pire que le colonialisme français. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que c'est mes frères qui me font ça. S'ils arrivent à s'installer, ils vont nous imposer, au lieu de nous imposer un Molière, ils vont finir par nous imposer un Gamal Abdel Nasser dans l'ombre plane encore sur l'Algérie. Ce sera très difficile de sortir celui-là. Et comme pour clore ce chapitre de l'histoire, Ahmed Ben Bella, premier président de la République, a rendu son dernier souffle à l'âge de 95 ans, quelques mois avant les célébrations du 5 juillet. Depuis sa dernière demeure du Carré des Martyrs, le héros national sera aux premières loges.